plus on pense qu'il y a eu une égalité des chances, et plus on est prêt à tolérer une inégalité de revenus. Et au contraire, moins on pense qu'il y avait une égalité de chances, et plus on a envie de redistribuer. Alors c'est une question très importante. Est-ce qu'on peut avoir une fiscalité optimale? Quand on pense à quel est le bon niveau d'impôt, quel est le bon impôt, il faut qu'on pense au coût de cet impôt. Chaque impôt a un coût puisqu'il va changer les comportements des gens. Donc chaque impôt va avoir ce qu'on appelle des effets de distorsion. Ces effets peuvent être assez immédiats sur l'offre de travail, sur les marchés de travail, mais aussi à plus long terme sur l'épargne, l'innovation, même la migration des gens ou du capital. Et donc le rôle des économistes, c'est d'essayer de quantifier et d'estimer dans les données quels sont ces coûts. Il y a aussi tout un côté bénéfice des impôts. Le bénéfice le plus immédiat, c'est de lever des fonds que l'État va ensuite utiliser pour bâtir des infrastructures, faire des investissements. Et puis il y a tout le côté redistribution. Un des bénéfices de l'impôt, c'est de redistribuer les revenus des gens les plus aisés pour les gens les moins aisés. Et donc il faut essayer de faire un équilibre entre les bénéfices d'un côté et les coûts de l'autre. Et les réponses que peuvent apporter les économistes et qu'apporte la recherche, c'est de voir un peu quels sont tous ces coûts. Est-ce qu'ils sont importants ou pas? Et pour ça, il faut aller chercher, creuser dans les données. Et donc, par exemple, dans le travail que je fais, je regarde quels sont les coûts des impôts sur l'innovation, sur les inventeurs, les entreprises innovantes. Et pour ça, il faut aller chercher dans les données de brevets, les données historiques qu'on a construites nous-mêmes pour voir où se localisent les entreprises innovantes, où se localisent les inventeurs. Est-ce qu'ils produisent moins de brevets, de moins bons brevets en fonction des impôts? Et ce qu'on voit, c'est oui, il y a effectivement un coût des impôts, s'ils sont trop hauts en termes d'innovation. Mais on voit aussi qu'il y a plein d'autres facteurs qui jouent pour les gens. Ça, c'est très important à garder en tête. Les entreprises et les personnes veulent avoir une bonne infrastructure autour d'eux, veulent avoir des gens qualifiés autour d'eux, veulent être là où sont les autres qui travaillent dans leur domaine. Et ça, c'est des choses pour lesquelles on est prêt à payer avec un peu plus d'impôts. Et du côté bénéfice, les économistes, en fait, ne peuvent apporter que des réponses un peu limitées. C'est-à-dire que les économistes peuvent dire quelles sont les distributions des revenus, qui détient les revenus du travail, qui détient les revenus du capital, les fortunes, etc. Ce que ne peuvent pas dire les économistes, c'est quel est l'objectif social qu'on cherche à maximiser. Ça, c'est une question vraiment posée à la société et qui est un peu le rôle des politiques, de dire combien d'égalité ou d'inégalité on est prêt à tolérer, à quel point on pense vouloir l'équité, etc. Mais mon travail ici, je pense, peut informer ce débat, car une des choses que j'ai essayé de pousser les dernières années, c'est cette idée qu'il faut écouter plus les gens. Et je le dis dans un sens pas du tout idéaliste ou vague, je le dis de façon bien rigoureuse comme un outil de recherche et pour concevoir de meilleures politiques, c'est de faire des enquêtes de grande envergure en ligne qui nous permettent d'aller dans la tête des gens, de comprendre les perceptions des gens sur eux-mêmes, sur les autres, sur les politiques économiques, sur le système économique, leur vue sur la justice et l'équité, et enfin leurs propres conditions économiques et les contraintes économiques auxquelles ils font face. Et quand on fait ça, on se rend compte que les gens, et quand je dis les gens, je veux dire nous tous, en tant que citoyens, on a des considérations assez complexes pour ce qui est équitable ou pas équitable. Donc par exemple, on ne va pas juste se soucier de la distribution des revenus, on va aussi se soucier d'où est-ce qu'elle provient. Est-ce que tout le monde est parti des mêmes opportunités? Est-ce que tout le monde avait les mêmes chances? Et ça se voit dans les enquêtes. Plus on pense qu'il y a eu une égalité des chances, et plus on est prêt à tolérer une inégalité de revenus. Et au contraire, moins on pense qu'il y avait une égalité de chances, et plus on a envie de redistribuer, puisque moins on est prêt à tolérer l'inégalité qui en résulte. Et là, c'est assez intéressant puisque les perceptions des gens sont pas toujours correctes par rapport à la réalité. Donc, par exemple, aux États-Unis, les gens sont beaucoup trop optimistes sur ce rêve américain, cette idée de s'en sortir quand on parle de milieux défavorisés. Et aujourd'hui, en fait, ce rêve américain est probablement juste un rêve. Les données ne montrent pas autant de mobilité que pensent les gens. Il y a plein d'autres considérations qui rentrent en jeu. Une autre chose qu'on voit, c'est que la générosité ne traverse pas bien les frontières ethniques, nationales et religieuses. Donc, les gens ont plutôt envie de redistribuer si c'est pour bénéficier des gens similaires à eux. Et on voit dans les enquêtes qu'ils ont moins envie de redistribuer, ont moins envie de progressivité si c'est pour bénéficier aux immigrants ou aux minorités. Et là encore, il y a des biais de perception énormes. Donc, les gens pensent qu'il y a plus d'immigrants qu'il n'y en a en fait.
qui sont économiquement plus faibles, plus au chômage, moins éduqués, moins qualifiés que ce n'est le cas, et qui profitent plus de transferts de la part du gouvernement que ce n'est le cas. Donc tout ça pour dire que ces enquêtes sont très importantes pour rentrer dans la tête des gens et comprendre qu'est-ce qui est perçu, qu'est-ce qui est considéré comme juste et équitable, et également à quel genre de contraintes font face les gens.